Notre ancêtre, l'Homo erectus, découvrit un jour le feu. Hein? Tiens, du feu. Ingénieux, il s'empressa d'inventer l'éclairage, puis le chauffage et le poulet barbecue. La nouvelle se répandit très vite. Bientôt, on se mit à faire cuire l'argile, à fondre les métaux. L'humanité intrépide venait de s'élancer sur la voie du progrès. Aujourd'hui, quelques 100 000 molécules chimiques nouvelles, synthétisées dans des laboratoires par le génie humain, façonnent le monde où nous vivons. Ces molécules aux propriétés audacieuses, nous les avons introduites dans notre environnement sans trop nous demander si la nature, dans son intelligence, saurait les reconnaître et les dégrader. Dans notre imprévoyance, nous étions loin d'imaginer que certaines de ces molécules allaient un jour s'immiscer dans le vivant. J'ai ici les tubes de sang de cordon du bébé. On en a analysé des milliers. On a trouvé des polluants tels les métaux lourds, les pesticides organochlorés, les BPC. Et, ça veut dire que la mère a été exposée et qu'elle a transmis ces polluants à travers la circulation sanguine à son bébé naissant. Le progrès est sans merci. Après l'Homo erectus et l'Homo sapiens, voici maintenant l'Homo toxicus. En digne représentante de cette nouvelle espèce, j'ai décidé de sacrifier un peu de mon sang pour la science. Non pas que je sois hypocondriaque, mais il n'existe à ce jour aucune étude exhaustive sur la contamination chimique des Canadiens. Ces substances, pour la plupart jamais testées, menacent-elles aujourd'hui notre santé? Au cours du 20e siècle, il y a eu une transition épidémiologique dans les pays riches. C'est-à-dire que la mortalité par maladie infectieuse a beaucoup diminué. Puis ce qui a pris le pas sur les maladies infectieuses, la mortalité par maladie infectieuse, ce sont les maladies chroniques. Les maladies qui touchent énormément de gens, mais d'une manière chronique pour longtemps. L'exemple de ça, ça peut être les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, voire même les cancers. Hein. Dans les maladies que je vois de plus en plus souvent, comme les allergies, comme l'asthme, comme des problèmes neurologiques, comme le cancer, c'est certain que l'environnement peut jouer un part. Le problème, c'est que souvent, notre système de diagnostic n'a pas la capacité de trouver quel facteur environnemental a causé ce problème ou quelle combinaison de facteurs environnementaux ont prédisposé pour cette problématique-là. Alors, l'environnement ne tombe presque jamais dans ma liste de diagnostics. J'ai la chance de vivre dans une ville agréable, sans problème majeur de pollution. Je n'ai pas souvenir de pollution non plus en Turquie, où j'ai vécu dans les années 70. Il faut dire qu'à l'époque, le pays n'était pas encore très industrialisé. Quant à la Beauce de mon enfance, elle était rurale, voire bucolique. En tout cas, ce n'est certainement pas là qu'on a inventé le mot pollution. Sauf erreur, mon bilan toxique ne devrait pas être trop catastrophique. Peut-être on peut commencer par les métaux lourds. On a mesuré une vingtaine de métaux lourds dans votre sang. En général, les taux se situent à l'intérieur de la normale. Le seul élément où vous êtes un peu au-dessus de la normale, c'est dans le cas du mercure. Rien d'alarmant selon les normes.
Les BPC, votre total est un petit peu plus élevé. Les pyréthrinoïdes, à 2, on se trouve à grosse dose. Et une catégorie, ça veut dire que en particulière au plomb. Au taux qu'on retrouve de PBDE, on ne peut pas des normes américaines, il y a des effets sur la santé. On n'a pas de preuve qu'il n'y en a pas, mais on n'a certainement aucune preuve qu'il y en a. Du plomb, du manganèse, de l'étain, du beryllium, du cadmium, de l'arsenic, des ignifuges bromés, des antiadhésifs perfluorés, de l'aldrine, du chlordane, du mirex, de l'hexachlorobenzène, des phtalates, des dioxines et même du DDT, un pesticide interdit depuis au moins 30 ans. Pendant plus d'1 heure, le Dr Weber m'a énuméré et commenté la liste des 110 contaminants retrouvés dans mon organisme. On est exposé à toutes sortes de toxiques environnementaux et l'organisme est habitué à se défendre. Donc, souvent, on peut être exposé à de petites doses et ça n'a pas d'effet. D'ailleurs, la règle de base de la toxicologie, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Je suis exposée, mais je m'inquiète pas. Tout à fait. C'est rassurant de savoir que j'ai des taux normaux de substances toxiques dans le sang. Santé! Mais comment m'en plaindre? Au milieu de tant d'abondance, je ne vais quand même pas rechigner pour quelques microgrammes de phtalate. Comme ça veut dire que moi aussi, j'ai un dame dans mon lait? En Amérique du Nord, 4 millions de tonnes de substances chimiques sont rejetées dans l'environnement chaque année. C'est le prix à payer pour produire et détruire tout ce que nous consommons. Et c'est sans compter le transport ni les pesticides. Obéissant à la bonne vieille loi de la gravité, ces molécules retombent aussitôt sur le plancher des vaches et dans l'eau, où elles se dispersent avant d'être absorbées par les poissons. Certaines de ces molécules, comme le mercure et les BPC, s'accumulent dans leurs tissus et contaminent la chaîne alimentaire. Ainsi, quand un gros poisson en avale un plus petit, il absorbe en même temps tout son stock de contaminants. Et ainsi de suite, jusque dans mon assiette. On connaît très, très peu sur c'est quoi l'effet de toutes ces substances prises ensemble. Bien, c'est ça, justement. Moi, j'ai des phthalates, j'ai du biphénol A, j'ai des métaux lourds. Donc, tout ça, tous ensemble, ça commence pas à être inquiétant. Es-tu malade? Non, je suis en bonne santé, là. J'ai pas de problème de santé. Bien, justement, c'est un peu ça le problème. C'est que ce qui se passe avec ces substances-là, on peut voir leurs effets que sur une grande population. Ce ne sont pas des niveaux suffisamment élevés pour rendre des gens malades. Il y a des études qui montrent que, par exemple, on retrouve des relations entre les concentrations de BPC dans le sang et les sécrétions des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est important parce qu'on sait que le nombre de problèmes de thyroïde dans la société augmente. On peut difficilement... J'étais pas malade, mais j'ai eu des problèmes de thyroïde qui sont partis comme ils sont arrivés. Donc, ça pourrait être relié... Mais on ne saura jamais. Parce que chez les individus, c'est très difficile de faire ce lien parce que les maladies individuelles sont multifactorielles. Tout comme les chercheurs qui se sont tournés vers les populations les plus exposées pour étudier les effets des polluants, je débarque à Kanyukswa-Lutjwak, une petite communauté du Nunavik. Ici, comme partout au monde, les jeunes jouent au ballon. Ils se livrent à des compétitions amicales. Ils font les courses pour rendre service à leurs parents. À l'école, les plus petits apprennent à lire et à écrire, comme partout au monde. Mais une chose les distingue bien malgré eux. Les Inuits ont en effet accumulé dans leur sang des concentrations de mercure et de BPC parmi les plus élevées au monde.
With this microphone. Because some students can't hear well. They have hearing problems. Yeah, quite a few. I find that it's increasing. You were worrying about that? Yeah, kind of. It's kind of hard to speak with like children like that, because sometimes they don't understand what we're really trying to say. Les otites ici, c'est le mal du Grand Nord. Il y a des équipes spécialisées qui viennent ici parce qu'il y a tellement d'otites en bas âge que, bon, le tympan est détérioré, il n'existe plus. Donc, c'est certain qu'il y a des problèmes d'audition sévères à ce moment-là, qui sont souvent irréversibles. Fait qu'il faut qu'ils compensent à l'école avec tous ces systèmes audio-là pour ces enfants-là. Mais il y a beaucoup d'otites ici, beaucoup. Qu'est-ce qui singularise la santé des nourrissons inuits? C'est un degré très élevé d'infection. Donc moi, la question à laquelle je voulais répondre, c'est est-ce qu'il est possible que l'exposition à ces contaminants par le lait maternel ou pendant la grossesse, des BPC, du DDT, de la dioxine, etc., puisse être responsable d'un affaiblissement du système immunitaire qui pourrait expliquer en partie, parce qu'il n'y a pas juste une cause pour une maladie, mais est-ce que ça pourrait contribuer à un excès d'infection? Et en fait, on a commencé en 1989 à suivre des enfants pendant 1 an, à mesurer leur système immunitaire, leur taux d'infection. Et puis on a trouvé que si on contrôlait sur toutes les autres choses, comme le tabac, etc., bon, on arrivait au fait que plus les enfants étaient exposés, plus ils faisaient d'infections. Beaucoup de substances chimiques, et ça de classes variées, vont avoir des effets sur le système immunitaire. Certaines substances vont provoquer des baisses de compétences immunitaires, de sorte que les organismes qui sont exposés à ces substances-là sont moins aptes à se défendre à des infections virales, des infections bactériennes, sont plus susceptibles à des cancers. D'autres substances vont provoquer des hausses de la compétence immunitaire. Et souvent, on pense que si le système immunitaire est stimulé, que c'est une bonne chose, on va mieux se protéger contre des infections. Mais ces substances-là vont provoquer des effets beaucoup plus graves, comme le déclenchement d'auto-immunité, le déclenchement d'hypersensibilité, dont certains types d'allergies, en déréglant justement la régulation intime du système immunitaire. Tout le village s'est réuni pour le dîner communautaire de Pâques. Poissons crus, belugas et phoques constituent avec le caribou l'essentiel de la diète des Inuits. Une nourriture saine et culturellement riche de sens. Or, les mammifères marins de l'Arctique contiennent aujourd'hui des niveaux de contaminants susceptibles d'affecter le développement des enfants et des fœtus. Des microgrammes, certes, mais des microgrammes de trop. Now the turn for the little girls is over. We're going to have the taller girls. Les chants de gorge inuits évoquent les sons de la nature, comme le bruit du vent. Ce même vent qui charrie jour après jour nos polluants industriels et même nos pesticides jusqu'au froid polaire. Les BPC, ou la grande famille des organochlorés et le mercure, vont affecter de façon un peu différente la vitesse de traitement de l'information sur le nerf optique. Les enfants les plus exposés, par exemple, vont prendre soit un peu plus de temps ou un peu moins de temps avant que l'information soit transférée de la stimulation visuelle au nerf optique. Le mercure semble faire en sorte que l'information se propage plus vite sur le nerf optique, alors que les BPC semblent indiquer que l'information pourrait se propager de façon plus lente.
Que ça soit plus vite ou plus rapide, c'est pas nécessairement meilleur dans les deux cas, parce que plus vite, ça veut peut-être dire que l'information se véhicule de façon très rapide, mais qu'elle n'est pas nécessairement très bien traitée au niveau cérébral. Quand on sait les effets que peuvent avoir certains types de molécules sur le système nerveux de l'enfant, on peut extrapoler et dire il y a d'autres molécules qu'on trouve dans le sud. Par exemple, on parlait des retardeurs de flamme, les PBDE, mais les Inuits sont moins exposés que nous aux PBDE, parce que les PBDE, ça vient de l'électronique, de l'informatique, etc. Alors, nous, on en a plus dans le sang qu'eux. Mais si on regarde ces molécules-là, et on regarde des molécules des dinosaures de BPC, elles ont à peu près les mêmes. Dans des fioles en laboratoire, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles agissent pas de la même façon sur nos bébés à nous. Nos petits à nous, en voici quelques-uns justement, à quelques jours de la fin des classes. Leur école est située dans le quartier Rosemont à Montréal, une école sympathique dans un quartier ordinaire, avec des enfants exposés à la pollution ordinaire. Est-ce qu'il faut regarder la caméra ou pas? Moi, tu regardes moi. C'est de quoi qu'on devra parler dans le sens avec vous? On devra parler de la pollution, de quoi? Fais tes affaires, mange ton lunch, parle avec tes amis. Juliane, ça va bien? Dans ma classe, j'ai 2 élèves qui étaient, dès le début de l'année, on m'avait parlé qu'il y avait des allergies graves, soit aux arachides, ou même, il y en a une que c'est aux fruits frais. J'ai un élève qui vient d'être déclaré allergique aux arachides. Donc ça, c'est des enfants où ils ont l'épipène et tout ça, là, c'est plus dangereux. C'est sûr qu'il y a d'autres allergies, mais mineures, où j'ai pas besoin, en tout cas, de la même vigilance là, qu'avec ces 3 enfants-là. Donc, c'est 3 sur combien? 18. 3 sur 18 dans la classe. C'est énorme. Le directeur, quant à lui, me fait part d'une autre de ses préoccupations. S'il y a une chose qui est peut-être plus remarquable au niveau des changements des élèves, et pas seulement dans cette école, puisque j'en discute beaucoup avec d'autres collègues aussi, c'est surtout au niveau du déficit d'attention des enfants. Est-ce qu'il y a un ami qui va me lire? Qu'est-ce qui est écrit? Des membres ils sont... Alors, on ne parle pas ici de santé physique, c'est des enfants qui sont en pleine santé généralement, des enfants de très belle intelligence, de très belles capacités, très vifs, qui participent bien au niveau lorsqu'ils sont stimulés, sont motivés, mais pour en arriver justement à les motiver, à les stimuler, c'est extrêmement difficile parce que leur niveau d'attention est assez faible. Je ne veux pas généraliser, mais on en trouve de plus en plus d'enfants avec des déficits d'attention. En tout cas, dans mon école, ça fait quand même 16 ans que je suis ici, puis je remarque que c'est cette difficulté-là qui est de plus en plus soulignée par les enseignantes et les enseignants. Mettez votre doigt sur le 23. On compte 10. 1, 2... Il est sûr que le comportement des enfants, leur capacité d'apprentissage, leur attention, il y a beaucoup de facteurs qui vont l'influencer. C'est ce qu'on appelle multifactoriel. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs, des conditions dans les classes. Tout ça va affecter comment est-ce que les enfants réagissent. Mais il y a d'autres facteurs aussi que les études font ressortir. C'est la contribution, par exemple, de certaines substances toxiques. Nos enfants sont nés dans le confort et l'abondance. Et c'est même pour les protéger des risques d'incendie qu'on a obligé les fabricants à imprégner leurs vêtements de nuit de substances ignifuges comme les PBDE. Les animaux en peluche en contiennent aussi, tout comme les fauteuils et les ordinateurs omniprésents. Or, ces molécules migrent dans l'air au cours de l'usage normal des produits. Au cours des 25 dernières années, les concentrations de PBDE dans le lait maternel se sont multipliées par 100. Même si on parle toujours de doses infimes, elles doublent aujourd'hui dans le lait maternel tous les 5 ans. La prise du poids, l'hyperactivité, l'atrophie de la glande surrénale et la diminution des hormones thyroïdiennes. En gros, pour l'instant, c'est ça le résultat.
On a placé en fait le raton sur une plateforme et au-dessus de la plateforme, on a une caméra qui filme ses mouvements. Ce qu'on trouve, c'est que les petits ratons exposés, ils sont beaucoup plus actifs que les contrôles. Ça, c'est des 3 ratons contrôles. Donc, ils bougent presque pas. Non exposés, oui. Mais les ratons qui sont exposés au PVDE, ils bougent beaucoup. C'est plutôt chaotique, leur mouvement. Et je dirais même qu'ils sont hyper actifs. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on utilise les doses auxquelles nous sommes exposés. Similaires à celles qu'on trouve dans la population humaine. C'est ça qui est nouveau. En fait, on voulait aller chercher les effets qui ont déjà été montrés, mais aux doses beaucoup plus faibles. Et on a trouvé beaucoup d'effets, même d'autres qui n'ont pas jamais été montrés. Okay, donc l'hyperactivité, les hormones thyroïdiennes, ça a été déjà montré, mais aux doses auxquelles nous allons jamais être exposés dans la vie. C'est irréaliste. Dans la vie quotidienne, c'est à des milliardièmes de grammes que nous sommes exposés, voire même à des trillionièmes de grammes, l'équivalent de quelques grains de sable dans une piscine olympique. Et on constate aujourd'hui que ces doses, si faibles soient-elles, altèrent nos processus biologiques. Une des choses qui se passe avec ces premières altérations, c'est pas que des alarmes pour une maladie éventuelle, mais il y a aussi des effets sur la population. Disons qu'on se retrouve tous sur une courbe normale. Aux extrémités, il y a des gens qui n'ont aucun problème de comportement et il y a des enfants turbulents. Même chose pour ce qu'on appelle l'intelligence, le type d'intelligence qu'on va mesurer à l'école. Donc, même un petit déplacement de cette courbe de 5 points fait en sorte que toute la société se déplace vers le bas. Et ça veut dire qu'on a 2 fois plus d'enfants avec des problèmes d'apprentissage, 2 fois plus d'enfants hyperactifs et 2 fois moins d'enfants surdoués. Depuis longtemps, l'étude de la toxicologie se concentre sur les effets à haute concentration, sur ce que l'exposition aux fortes doses provoque. Et tout le monde s'entend pour dire que les expositions à des niveaux élevés causent des problèmes, toutes sortes de problèmes. Mais les toxicologues sont restés aveugles au fait que certains contaminants altèrent l'expression des gènes à des niveaux très faibles. Les gènes s'expriment ou restent silencieux tout au long de la vie. Il y a une symphonie de gènes qui deviennent actifs, puis muets. À nouveau actifs et muets, ou en partie actifs et en partie muets. Ils s'envoient des signaux les uns aux autres et ils fabriquent les protéines dont nous avons besoin pour être en santé. Or, ce que nous avons appris, l'essence de cette science, c'est que les faibles niveaux de contamination peuvent altérer la manière dont les gènes se comportent. Au cœur d'une cellule, dans son noyau, sommeillent les gènes. Surgit une hormone, un messager chimique en pleine mission. Son rôle, activer un gène à un moment précis afin de déclencher un processus physiologique. Mais son travail est parfois perturbé par des imposteurs, des substances chimiques capables d'imiter nos hormones lorsque présentes à faible dose. Elles peuvent ainsi tromper nos récepteurs et activer des gènes au mauvais moment. D'autres substances chimiques peuvent encore bloquer nos récepteurs hormonaux et empêcher un vrai signal d'arriver au bon moment. Toutes ces interférences perturbent de façon subtile, mais néanmoins inquiétante, les mécanismes fins et précis qui président au développement du fœtus et au bon fonctionnement de nos systèmes endocriniens, immunitaires, nerveux et reproducteurs. Un des composés qui me préoccupe le plus est une molécule de plastique appelée bisphénol A. Cette molécule est capable d'altérer les signaux d'une cellule au niveau les plus bas jamais testés. 0,23 parties par trillion. À ce niveau, donc, elle modifie le signal des cellules. À un niveau légèrement plus élevé, elle augmente le risque du cancer du sein chez les rats et les souris. À un niveau encore un peu plus élevé, elle cause le cancer de la prostate chez les rats.
À un niveau plus élevé encore, elle cause la résistance à l'insuline chez les souris. La résistance à l'insuline est liée à l'obésité et au diabète. La norme actuelle d'exposition considérée comme sécuritaire par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis est de 50 parties par milliard. Ce niveau a été déterminé à partir d'expériences menées dans les années 1980, le Jurassique scientifique, sur des rongeurs exposés à de fortes doses de bisphénol A, et qui montraient qu'à 50 parties par million, il y avait une perte de poids. Et ils ont dit, bon, nous n'avons pas besoin de tester les doses plus faibles. Nous allons ajouter un facteur de sécurité, disons de 1000, et j'insiste, ils ne l'ont même pas testé à ce niveau. Nous allons dire que c'est sécuritaire. Donc c'est la norme actuelle, malgré le fait qu'au cours des 7 dernières années, il y a eu plus de 150 études faites par des scientifiques universitaires démontrant que le bisphénol A causait des problèmes de santé. Maintenant, par pure coïncidence, il y a eu 12 études financées par l'industrie et aucune d'entre elles n'a trouvé de problème à ces niveaux d'exposition. Impossible d'échapper à cette pollution insidieuse. Il y a du bisphénol A dans ma bouteille pour le vélo, dans les biberons et dans les résines qui tapissent les boîtes de conserve. Des PBDE s'échappent de mon ordinateur et de mes appareils électriques. J'en respire tous les jours, en même temps que les phtalates qui émanent du vinyle, des plastiques souples dont sont faits même des jouets et qui seraient toxiques pour la reproduction. Les PFOA dans les traitements anti-taches et dans mes casseroles anti-adhésives sont associés quant à eux à des effets sur la thyroïde et au cancer. Il s'en dégagerait donc aussi de la poêle en téfal rose que j'ai achetée justement pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. Et dans mes produits nettoyants, il y a des éthers de glycol, des nonylphénols. Et c'est sans parler des parabènes, ces agents de conservation qui imitent mes estrogènes et qu'on trouve dans mon shampoing, dans ma crème solaire, dans ma crème de jour, dans ma crème de nuit. Il fait chaud. Mon corps n'est pas un dépotoir. And this year, as a special treat, we are having the Toxic Dump. The Toxic Dump, thank you to everyone who brought their cosmetics. Nous avons le très fort sentiment que des substances chimiques toxiques, cancérigènes, mutagènes et des perturbateurs endocriniens se retrouvent dans les cosmétiques et les produits de soins corporels que les femmes et les hommes utilisent, que les enfants utilisent. Les dentifrices, les rince-bouches, les rouges à lèvres, le shampoing, il y en a partout. Nous demandons aux fabricants de cosmétiques d'adhérer à l'entente pour des cosmétiques sécuritaires. Qu'ils signent et s'engagent à retirer des cosmétiques et des produits pour le corps les ingrédients qui sont possiblement associés au cancer du sein. En 2003, quand c'est arrivé, juste à peu près, je dirais, un 4-5 mois plus tôt, j'étais en production ici pour toute une série de seins. Parce qu'il y avait un groupe de filles qui s'occupaient de la prévention du cancer du sein, qui allaient dans des lieux publics, qui faisaient des choses comme ça. Puis, ils nous avaient demandé, quelques artistes, de travailler sur le thème du sein, ce que j'étais pas dedans à ce moment-là. Fait que les 6-8 mois précédents, je faisais des seins, des seins, des seins, des seins. Puis, pour l'exposition qui avait eu lieu, je pense, en novembre. Puis après l'exposition, j'ai dit, c'est beau, je l'ai fait encore un petit peu. J'ai dit, j'ai fait le tour. J'arrête ça, là. Ça m'intéresse plus, là. Je fais d'autres choses. Et puis après, j'ai appris que j'avais le cancer du sein. Fait que ça a fait comme, eh mon Dieu, on est dans le thème pas à peu près, hein? C'est sûr que, pour moi, c'est multifactoriel, là. Dans ma vie à moi, où ce que j'en étais, j'avais quand même, au niveau psychologique, je vivais une séparation, des choses comme ça. Fait que je me suis dit, bon, c'est sûr que si on est plus fragile à ce que quelque chose surgisse, ça va être dans des moments où tu vois moins bien. Par contre, il y a certainement d'autres facteurs aussi. J'ai grandi dans un village, dans une petite ville où il y avait une grosse compagnie de pâte et papier. Quand on était enfant, on jouait dans l'espèce de suie. Il y en avait partout, là. Maman, quand elle étendait du linge sur la corde, ça ressortait spoté gris, là. Quand j'étais plus vieille, une de mes premières jobs, c'est comme horticultrice pour un gouvernement. On faisait pousser des petites épinettes, là, des milliers d'épinettes. Là encore, on shootait des tonnes de pesticides, d'insecticides, de fongicides.
Bon, on était là-dedans, là. Celui qui faisait l'épandage, pendant qu'il faisait l'épandage, portait un costume puis un masque. Mais aussitôt que c'était déposé, tout ça, nous, on allait faire tous nos tests dans le champ, puis on était carrément en contact avec toutes ces chimiques-là. Là. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 7 ans, cette job-là. Fait que ça aussi, j'ai été une grosse exposition là, au niveau de toutes sortes de produits Berk. Je dirais la majorité des cancers, plus de 90 des cancers, c'est une maladie qu'on appelle complexe, donc multifactorielle. Et dans tous les cas, sans exception, on parle d'une maladie qui implique des facteurs environnementaux et polygéniques, plusieurs gènes impliqués. Il n'y a pas d'exception. Qu'est-ce qui amène à l'apparition d'une tumeur ou d'un cancer? C'est un long processus. Lorsqu'on parle en cours de route, lorsqu'on regarde un cancer adulte, je fais une discussion par rapport au cancer pédiatrique, on pense généralement que ce processus-là prend une vingtaine d'années, 25 ans. Donc, il y a une première mutation qui apparaît dans un de ces gènes-là. Et donc, les cellules, ce qu'on appelle filles, donc les cellules qui vont provenir de cette cellule-là qui a été mutée, qui a eu la première insulte, vont toutes posséder cette même mutation-là. En cours d'année, il va survenir une deuxième mutation, après ça, une troisième mutation. Donc, il va y avoir une accumulation de mutations dans cette cellule-là jusqu'à temps qu'elle commence à développer un phénotype plus cancéreux. Okay? Et ça peut prendre 20-25 ans. Donc, généralement, lorsqu'un cancer apparaît chez l'adulte vers l'âge de 50 ans, la première mutation est apparue 25 ans avant. Et c'est pour ça que c'est très difficile, même si on sait que le cancer est une maladie complexe, que l'environnement est impliqué dans tout ça, c'est très difficile de mettre sur le doigt quelle est la source d'exposition qui a causé l'apparition de la première mutation 25 ans avant. C'est très difficile. Dans ton cas, c'était hormonodépendant? Il était très hormonodépendant. Je pense que j'étais quelque chose comme à 85 % hormonodépendant. Ce qu'on me disait, c'est que ton cancer se nourrit de ta production d'hormones, de tes hormones. C'est comme si un est la nourriture de l'autre. Fait que si tu coupes la relation hormonale, ton cancer ne peut pas se nourrir, donc ne peut pas grandir. Moi, je voulais qu'on me donne ce qu'on appelle un Zolodex. C'est des injections qui te mettent en ménopause artificielle. Fait que ça te coupe la production d'hormones. Okay. Pour ça, j'ai coupé la viande aussi, parce qu'il y avait l'histoire du bœuf aussi, puis les hormones dans le bœuf. J'ai eu un cancer il y a une couple d'années. Puis là, je veux savoir si vous savez d'où vient votre bœuf, puis s'il y a eu des traitements aux hormones, des choses comme ça, parce que moi, c'est important pour une question de santé. Ça, je crois pas, parce que c'est tout contrôlé par... Mais pouvez-vous le garantir? Avez-vous comme une espèce de papier qui vient avec ça? Ou... Mais moi, je peux demander le fournisseur. OK. Je n'en achèterai pas pour tout de suite. Je vais attendre que vous vous informiez. Je reviendrai vous voir là-dessus. Oui, pas de problème. Je vais m'informer. OK. OK, merci beaucoup. Merci. Alors, vous vous êtes informé pour le bœuf? Oui. J'ai appelé tantôt, puis on dit que le bœuf de l'Ouest Canada, ils ont un peu de hormones. Un petit peu, là, pas beaucoup. OK. Dans le bœuf. Puis vous, est-ce que c'est le bœuf de l'Ouest? C'est ce bœuf-là? Nous autres, c'est le bœuf de l'Ouest, oui. Parce que ça, c'est contrôlé par le gouvernement. Le Canada a en effet approuvé l'utilisation de 6 hormones visant à augmenter la compétitivité du bœuf et celle des éleveurs, bien sûr. En 2004, ces 3 scientifiques ont même été renvoyés de Santé Canada parce qu'ils contestaient publiquement la décision de leur supérieur d'approuver un médicament composé de 2 de ces hormones. À l'époque, j'ai exposé mes préoccupations concernant les anomalies que les hormones entraînaient dans le système reproducteur des jeunes veaux, sur lesquels les combinaisons de médicaments étaient testées. J'ai souligné aussi la diminution considérable du poids du thymus de ces jeunes veaux. J'ai envoyé toute cette information pour examen à la division de l'innocuité pour les humains. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de suivi et la haute direction a approuvé le produit malgré nos recommandations de ne pas autoriser la mise en marché de ce médicament au Canada. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu un appel de la compagnie à propos d'un de leurs produits à base d'hormones, le Revalor H. Il est fabriqué par une grosse multinationale allemande. On m'a dit, ne donnez pas le dossier au Dr Hayden, elle est trop tatillonne.
J'ai dit, mais c'est son travail d'être tatillonne et de trouver des problèmes. Quand on est vérificatrice, c'est ce qu'on est censé faire. Le gars a dit, je vais porter plainte auprès de votre patron. J'ai répondu, allez-y, je vais tout répéter devant mon patron. Et quand je suis allé le voir, que je lui ai parlé des effets sur le thymus et sur l'utérus, de tous les effets notés chez les vaches, il m'a répondu, et puis après, elles vont être abattues. Et j'ai dit, pour l'amour, elles vont être mangées par des gens. Et ces hormones-là causent le cancer. Même une seule molécule peut causer le cancer. Ne comprenez-vous pas que c'est à nous d'agir? Eh bien non. Selon Santé Canada, les résidus d'hormones dans la viande de bœuf sont si infimes que leur consommation est sans danger. Mais ce n'est pas l'avis de l'Union européenne, qui a banni les hormones dès 1988, jugeant qu'il était justement impossible de déterminer un niveau sécuritaire. Les États-Unis et le Canada ont poursuivi l'Europe, l'accusant de poser des obstacles indus au commerce. Le docteur Henrik Leffers, un scientifique danois, fait partie du comité qui a monté la preuve en faveur de l'Europe. Le niveau d'estrogène chez les filles avant la puberté est tellement bas qu'on ne peut même pas le mesurer. On sait pourtant que la croissance de l'enfant dépend de ces hormones présentes à un degré indétectable. Alors, si vous ajoutez d'autres hormones, en provenance du bœuf par exemple, elles viennent en surplus. Donc, il ne peut pas y avoir de seuil ou de niveau sécuritaire. Elles s'ajoutent immédiatement à ce qui est déjà là. Donc, en principe, ça devrait augmenter le risque, ce qui n'a pas été démontré. Mais il y a énormément plus de cancers du sein aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que c'est dû à ces hormones? Je n'en sais rien et personne ne le sait. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait exposer toute une population à des hormones dont on connaît les effets néfastes sur les animaux en laboratoire. OK, je vais t'en prendre un comme ça. Ça, c'est des petites prunes du Québec? Oui. Pour ma part, j'échappe aux hormones puisque je ne mange pratiquement pas de bœuf. Mais avec mes nombreux repas de légumes, pas toujours bio, j'ai droit à l'éventail quasi complet des herbicides, fongicides et insecticides utilisés en agriculture. Productivité oblige, manger est devenu une activité à risque. Dans notre étude chez les enfants, on s'est aperçu, notamment pour les insecticides organophosphorés, que tous les enfants étaient exposés. 99% des enfants étaient exposés à cette catégorie d'insecticides-là. Et non seulement ils étaient exposés, mais ils étaient exposés à des niveaux qui étaient généralement plus élevés que ce qu'on trouve dans la littérature scientifique. Donc, il y a eu de vastes études de faits aux États-Unis, notamment en Italie, dans d'autres pays européens, et nos enfants étaient presque toujours beaucoup plus exposés que dans les autres études. On suppose que peut-être que nos enfants vont consommer davantage de fruits et de légumes que les jeunes Américains. C'est une hypothèse qu'on n'a pas validée encore. La seconde hypothèse, c'était que peut-être que nos fruits et légumes contiennent davantage de pesticides. Serait-ce en effet parce que nos normes sont moins sévères que nos enfants sont plus exposés? Par rapport à l'Europe, le Canada tolère 2 fois plus de thyrame sur les tomates, 4 fois plus de carbofurans sur les fraises, 400 fois plus de permétrine sur certains légumes en feuilles et 1400 fois plus de méthoxychlore sur les fruits et légumes en général. C'est somme toute des expositions qui demeurent faibles. Mais il y a toutes les incertitudes associées à ça qui nous amènent à être très prudents. Récemment, par exemple, on a rapporté dans la littérature scientifique des effets neurotoxiques à très faible dose. Donc, le fait qu'il y a certains apprentissages qui pourraient être ralentis lors d'exposition à de faibles doses sur de longues périodes nous amène à être quand même inquiets et à proposer des moyens pour diminuer l'utilisation de ces produits-là et surtout diminuer les résidus qu'on trouverait dans l'alimentation. Pour le plus grand bien de nos enfants, le Québec a interdit il y a quelques années l'usage des pesticides à des fins ornementales, et ce malgré les menaces de poursuite de la part des fabricants.
La même logique voudrait qu'on les interdise aussi en agriculture. Seulement voilà, toute notre agriculture repose sur l'utilisation de ces pesticides. Les interdire impliquerait de changer toutes nos manières de faire. On en est loin. L'exigence de productivité maximale est plus forte que jamais avec ces aberrations environnementales, comme cette vallée chimique à Sarnia. On trouve ici, concentré sur quelques kilomètres, un ensemble hautement intégré de raffineries et d'usines de produits chimiques, une centrale thermique au charbon et un site d'enfouissement de déchets toxiques. Un modèle de développement économique ou une zone de sacrifice national? Il faudrait le demander aux habitants d'Amjunang, une réserve indienne coincée au milieu de ce colossal complexe industriel. I also have to give my daughter her puffer before she goes. It's 5 minutes apart, and we only did the blue one so far. So, Which one has a puffer? She does. Yeah? She's on it right now, Jocelyn. It's a problem here in the reserve? Yes. Yeah, all my kids had been on this at one point or another. My two older ones used to be always on it too, but they've kind of outgrown it. Their lungs have matured more, so they're able to handle it more. So. Do you have to have a note for her to take the puffer? No, because she can do it by herself. Oh. And plus, I signed a note a couple years ago, so they probably keep it on file. She's allergic with the mosquitoes, that I have to take that there. And just, yeah. Actually, I don't think I signed a note. I just handed it to the teacher. If she gets bit and starts swelling up, give it to her. But it's got to be prescribed, though. Yeah. But, I don't know, one of the daycare teachers were saying that there's a whole bunch of kids that are all allergic to the mosquito bite. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a à ce coin de rue qu'un seul garçon à être monté dans l'autobus. Et c'est plus ou moins pareil aux autres arrêts. C'est qu'un phénomène insolite affecte cette communauté depuis 1993, le déclin progressif des naissances masculines. Au point qu'aujourd'hui, à Amjunang, il naît 2 fois plus de filles que de garçons. No, not the glasses. C'est donc une chance que tu aies un garçon. Oui. Et celui que tu portes, c'est une fille ou un garçon? L'échographie dit que c'est une fille, mais mon mari, Ron, est persuadé que c'est un garçon. Donc ce n'est pas tranché encore. L'échographie n'était pas concluante quant au sexe de l'enfant, mais il est plus probable que ce soit une fille. C'est votre premier enfant? Oui. J'ai eu quelques fausses couches avant. Vous aussi? Et une autre après. Juste avant celui-ci, nous avons eu une fausse couche. Combien en tout? En tout, 4. Quand je suis tombée enceinte de Miskwa, notre plus grande inquiétude était de ne pas pouvoir le porter à terme. Alors, quand nous avons franchi le 3e mois, ça a été une grande étape. Et d'apprendre que c'était un garçon a été la plus merveilleuse des nouvelles. J'ai grandi ici, j'y ai passé toute ma vie. Je voyais la Suncor de ma fenêtre arrière. Les torches de la raffinerie étaient nos veilleuses. On nous téléphonait à 3 heures du matin pour nous dire « évacuez ». Nous avons passé toute notre vie comme ça. Holy. 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 Chemical Valley. There's Zach and his daddy. Hi, Zach. We have smells and smoke and stuff all the time. Il y a de la fumée et des odeurs tout le temps. Lundi, justement, il y a eu de la fumée noire qui sortait de là. Notre surveillant a appelé le 911. Les gens du gaz sont allés voir et ils ont posé des questions à la Suncor, je présume. On n'a jamais su ce que c'était. Mais ça venait de derrière les arbres, juste là. Alors on a décidé de ne pas rester dehors. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, alors on rentre.
J'ai toujours tout à portée de la main et je sais où les trouver. Heureusement que vous l'avez gardé. Oh, ça ne sort pas d'ici. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Il y a le tableau du garçon et celui de la fille. Ici, c'est la fille de 16 ans ou moins. Les points oranges sont pour les problèmes respiratoires, les segments de nez et les maux de gorge. Les bleus, c'est intéressant aussi. Ça peut vouloir dire des problèmes d'audition ou d'oreille ou une perte de vision. Ceux-ci sont pour les problèmes d'apprentissage ou de comportement, déficit d'attention avec hyperactivité et tout ça. Voilà le garçon. Là encore, ce sont les difficultés d'apprentissage. En orange, ce sont les problèmes respiratoires. C'est parce que vous fumez et que vous buvez, ça vient de l'alcool, des drogues. C'est la cause de tout ce qui nous arrive, c'est ce qu'ils nous répètent. Voici la femme adulte. Ici, ce sont les fausses couches et le reste. Excusez-moi. Oui, ça fait mal de voir tout ça, vous savez. Naomi Oliver et moi, nous avons fait les enquêtes et nous avons soigneusement attribué une couleur à chaque problème. Elle a entré tout ça à l'ordinateur et après j'ai placé les points de couleur. On travaillait ensemble tout le temps. Et là, à la fin de chaque journée, nous restions assises à regarder le tableau. Alors nous avions des nœuds dans la gorge, des larmes dans nos yeux. Puis nous reprenions le travail pour en venir à bout, le terminer. Après, il a fallu que nous prenions 1 semaine ou 2 de congé juste pour prendre une distance. Et vous savez, les gens me posent des questions et je répète cette histoire tout le temps. Et c'est difficile, parce qu'une fois que vous savez tout ça, si vous y pensez tout le temps, ça finit par vous faire mal en dedans. Il faut s'en éloigner pour un bout de temps. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Sex ratio is a very, very important endpoint. You know, it stands for as a marker for other problems. It's not going to be in isolation. You don't have an altered sex ratio in isolation. Le taux habituel est de 106 garçons pour 100 filles. Donc un peu plus de garçons que de filles. Avant la naissance, il y a encore plus de mâles, mais dans les fausses couches, il y a plus de fœtus de sexe masculin qui sont perdus. Puis la diminution se poursuit et à un certain moment, on se retrouve avec un nombre égal d'hommes et de femmes dans la population. Et à la fin, il y a beaucoup plus de femmes. Mais ça ne devrait pas se produire à la naissance. Cette réserve de mâles est nécessaire parce que la maladie les frappe davantage tout au long de la vie. Une hypothèse plausible pour expliquer ce déficit inquiétant de petits garçons serait que depuis 1993, quelque chose fragilise encore plus les fœtus mâles qui ne se rendent pas à terme. Quelque chose a commencé en 1993. Mais est-ce que ça date de ce moment-là ou si c'est quelque chose auquel les gens ont été exposés pendant leur enfance et qui se manifeste à l'âge adulte? Est-ce que c'est un nouveau procédé qui a été introduit dans Chemical Valley? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une nouvelle usine ou un nouveau produit qui s'est ajouté au mélange? Franchement, nous n'avons aucune idée de ce qui a déclenché ça. Les représentants de l'industrie n'étaient pas disponibles pour des entrevues lors de mes 2 visites à Sarnia. Ils semblaient d'ailleurs à ce moment-là plus préoccupés par la sécurité des installations que par le ratio des sexes à Anjuna. L'enjeu est pourtant loin d'être anodin. C'est que le ratio des sexes a aussi commencé à diminuer dans les pays industrialisés, de façon subtile, mais néanmoins observable. Les centaines de perturbateurs endocriniens présents dans notre environnement
pourrait-il expliquer ce bouleversement de la reproduction humaine? À la recherche d'indices, des biologistes du monde entier observent attentivement la faune, comme cette équipe de chercheurs que j'accompagne aujourd'hui sur le Saint-Laurent, non loin de l'endroit où sont rejetés tous les effluents industriels et domestiques de la métropole. Il faut dire que le Saint-Laurent, c'est une soupe de contaminants, des milliers de contaminants. Et on sait qu'à ce site-ci, on retrouve des contaminants qui agissent comme des estrogènes, donc ce qu'on appelle des xénoestrogènes. Et en particulier des nonylphénols, qui est un détergent qu'on retrouve et qui a un potentiel estrogénique. Oui, un cutachon. OK, ça, c'est le poisson qu'on cherche. Ce qu'on remarque, c'est qu'avec une augmentation dans l'exposition de produits estrogéniques, c'est qu'on a une baisse dans la spermatogénèse. Donc, c'est-à-dire que les poissons forment moins de sperme. Les spermes qui sont formés sont moins motiles, donc ils nagent moins. Ça, c'est important chez les poissons parce que les spermes sont seulement que motiles pendant 30 secondes. Donc, s'ils sont plus lents, s'ils sont motiles de moins longtemps, les chances de fécondation baissent de façon importante. De plus, l'autre chose qu'on a trouvé, c'est que associé avec cette baisse de spermatogénèse, cette augmentation de contamination en estrogène, c'est qu'on retrouve beaucoup de poissons avec une condition qui s'appelle l'intersexe. C'est-à-dire, dans les testicules, on voit des bouts d'ovaires qui sont en train de pousser. Donc, au lieu de former des spermatozoïdes, ils forment des œufs. C'est la majorité des poissons ou c'est juste 2-3 %? Dans les endroits les plus contaminés, on trouve à peu près un tiers des poissons. Il ne faut pas m'empêcher de penser est-ce que ça peut affecter les humains aussi, le système reproducteur des humains? C'est bien possible. C'est bien possible. Il y a des études dans le Grand Lac de personnes qui mangent beaucoup de poissons, qui a on s'appelle en anglais IQ, qui est basé. Et dans l'expérience qu'on fait ensemble avec Dan Cyr, les rares mangent les poissons d'ici ou les poissons d'un site de référence. Et quand elle fait de lactation, les bébés, les mâles, les spermes de mâles, des bébés de la prochaine génération est affecté. Les spermes sont affectés. Donc, c'est un concern pour les humains aussi. Quand on perturbe les hormones, le système endocrinien des animaux ou des humains, c'est des problèmes vraiment, vraiment sérieux. Pour moi, c'est un des problèmes sérieux pour l'environnement le plus important dans le monde. C'est le même sentiment d'inquiétude qui attire aujourd'hui un autre groupe de chercheurs à la rivière à la Barbue, un affluent de la Yamaska si pollué que les grenouilles s'y font rares. Cette rivière traverse une région plantée de maïs et de soja à perte de vue. La présence dans l'eau d'atrazine, l'herbicide le plus employé pour le maïs, est soupçonnée d'affecter le système reproducteur des batraciens, ce qui pourrait expliquer, au moins en partie, leur déclin. Ce que nous avons fait dans la rivière Yamaska, c'est que nous avons recueilli des têtards au moment de l'année où leurs testicules se développent. Nous avons mesuré la présence dans l'eau de plus de 65 pesticides et herbicides, et le seul pour lequel nous avons relevé une corrélation directe entre la dégénérescence des testicules et la concentration du pesticide était l'atrazine. Et c'était une très forte corrélation, près de 1. Ce qui est particulier avec l'atrazine, c'est que sa présence dans l'eau est à son plus fort au moment même où les têtards se développent. C'est pourquoi c'est si critique. Les cellules germinales qui vont donner naissance aux spermatozoïdes de ces organismes pour le reste de leur vie apparaissent, prennent forme et entament leur développement à ce moment précis. Si on les élimine à cette étape, elles ne seront plus disponibles pour le cycle continu de la spermatogenèse. Est-ce que ces petites quantités pourraient affecter les humains? Il vous a donné la réponse. Le wawaron. Oui. Il a dit bien sûr que oui. Je pense que la valeur des travaux relatifs aux hormones vient du fait qu'elles se sont maintenues très fidèlement au fil de l'évolution
Les formes inférieures d'estrogène sont identiques aux formes plus évoluées, de même que les récepteurs sur lesquels ils agissent. Il y a donc là un potentiel permettant d'extrapoler. Des poissons féminisés, des grenouilles infertiles et leurs hormones qui ressemblent aux nôtres. Santé Canada doit être sur un pied d'alerte. La grenouille n'est pas un bon modèle pour évaluer le risque pour l'homme. Premièrement, c'est pas un mammifère, c'est une grenouille. Ensuite, ils vivent dans l'eau. On ne vit pas dans l'eau, madame, on vit sur terre. Et ensuite, ils respirent par la peau. Comme ça, c'est pas un bon modèle pour estimer ce que ça va être le risque pour les êtres humains. C'est un modèle, bien sûr, qui est bon pour estimer ce que c'est le risque pour les amphibiens. Me voilà rassurée. Mais pas tout à fait quand même. Certes, je ne vis pas dans l'eau où les pesticides se sont infiltrés, mais je la bois. Bon, vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Nous, on ajoute du sable dans l'eau pour arriver à agglomérer les matières qui sont en suspension dans l'eau. Est-ce qu'il en reste des pesticides dans l'eau potable? Très, très peu. Très, très peu. Nous, le traitement qu'on applique ici depuis plusieurs années fait en sorte que ces composés organiques-là qu'on retrouve, on les maîtrise, on arrive à les oxyder avec des étapes d'ozonation et aussi avec de l'enlèvement par absorption avec du charbon activé. Nous, on est tenu de faire des analyses de pesticides 4 fois par année dans l'eau qu'on envoie vers les gens, vers la population. Puis on est toujours très en deçà des seuils qui sont édictés par la loi sur l'eau potable. C'est un fait. Aucun des quelques 32 pesticides mesurés dans l'eau potable au Québec ne dépasse individuellement la norme canadienne. On en est même loin. Mais l'addition de ces différents pesticides donne quand même des concentrations totales pouvant aller jusqu'à 30 microgrammes par litre, des combinaisons jamais testées. Nous nous sommes demandé si le nombre de spermatozoïdes différait d'un endroit à l'autre aux États-Unis. Et ce que nous avons trouvé, c'est que la qualité du sperme était plus pauvre dans la collectivité rurale et agricole de Columbia au Missouri que dans les centres urbains, comme Los Angeles, New York et Minneapolis. Devant cette différence, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les pesticides. Nous sommes donc retournés voir notre population du Missouri pour examiner si les hommes qui avaient une faible concentration de spermatozoïdes présentaient des niveaux de pesticides plus élevés que ceux dont la concentration de spermatozoïdes était forte. Et c'est ce que nous avons trouvé. Ça aussi, ça a été très surprenant, parce que personne n'a étudié ce genre de pesticides. Des pesticides utilisés de nos jours, quotidiennement, partout au Canada et aux États-Unis, qui sont très répandus. Et ceux qui étaient le plus fortement associés étaient l'alachlore, l'atrazine, le métallochlore, le diazinon, le 2,4-D. C'est ici que je suis né. C'est en voyant passer tous ces agriculteurs-là tous les matins que j'ai appris mon premier mot, qui était tracteur. C'est mon idole! C'est lui! C'est Jacques Cartier! C'était lui que j'admirais quand j'étais jeune. J'allais chez lui avec son fils. C'est un agriculteur, oui. Mes deux parents habitaient la ville. Mon père vient de Sainte-Thérèse, puis ma mère vient de Laval. Mais les deux, quand ils se sont rencontrés, jeunes, avaient une idée, c'était d'aller vivre à la campagne. Puis ils ont acheté cette maison-là, ça fait 30 ans. En 80, là, je me rappelle que là, il y avait eu une grosse crise là, chez nous. Là. On voulait couper des arbres, là, puis mes parents se sont battus là, pour garder les arbres sur le terrain, puis c'était ça. Puis là, on commençait à couper les arbres, agrandir les fossés, drainer les terres. Puis là, c'était la nouvelle agriculture qui arrivait, tu sais. Avec ça, là, c'était ça, puis là, c'était du maïs, puis des monocultures, puis tranquillement, pas vite, on voyait des familles qui se transformaient. Là. Ils vendaient leurs vaches pour acheter des tracteurs, puis ils se transformaient en monoculture. Tu sais, mes parents se sont emmenés ici, on est arrivés, ils sont emmenés ici dans le but d'élever des enfants dans la nature, dans la campagne, l'air pur. Tu sais, c'était ça l'idée, hein?
Ça, c'est une belle image, ça. Là, on voit vraiment là, la désertification, tu sais, puis il n'y a plus un arbre à la ronde ou si peu. Pour vous donner un exemple, à Montréal, il y a 25 de boisés, puis à Saint-Aimé-Massuville, on en a 4 Puis quand on est rendu qu'on est en 4 de boisés, bien, il y a un gros problème parce que il y a plus de... les pollinisateurs ne sont plus là, donc les espèces ne se reproduisent plus, puis là, ça touche la chaîne des animaux, puis là, ça nous touche, nous, tu sais. Puis moi, bien, j'ai été touché par ça. Supposément que je devrais avoir des problèmes de reproduction quand je vais vouloir avoir un enfant, je risque d'avoir des problèmes, tu sais, à cause du milieu agricole où je suis né. On m'a dit que j'avais un taux vraiment anormalement bas de spermatozoïdes reproducteurs, donc je peux en avoir un jour des enfants, ça peut arriver, parce que comme c'est un spermatozoïde sur 1 milliard, mais c'est quand même, c'est un problème chez moi, puis je pense que je suis pas le seul, mais je pense que c'est bien caché, puis je pense qu'il n'y a pas d'étude qui est faite là-dessus. J'aimerais bien ça être au courant de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui arrive, parce que je sais qu'il y a un gros problème avec les grenouilles, puis tout ça, des grenouilles femelles, des trucs comme ça, qu'il n'y a plus de mâles. C'est ça, des trucs comme ça. Donc, là, je me dis, c'est un problème de santé publique. Est-ce qu'il y a des enquêtes? Est-ce qu'il y a des études qui sont faites alentour de ça, tu sais? Puis moi, quand ils me disent, moi, j'ai le droit de produire, bien, moi, je dis, j'ai le droit de me reproduire, tu sais. Alex ne saura jamais ce qui a diminué sa fertilité. Mais ces questions m'interpellent. En Europe, on a quand même interdit l'atrazine. La décision en Europe, c'était basé sur une politique qu'ils ont. C'était pas basé sur une analyse de risque, c'était pas basé sur la science et c'était pas basé sur l'atrazine. Ils ont une politique qui interdit la concentration de n'importe quel produit chimique dans les eaux souterraines à des concentrations supérieures à 0,1 partie par billion. Est-ce que cette politique, c'est le principe de précaution? Mais on utilise une approche de précaution aussi au Canada. Et si on détermine qu'il y a un risque imminent pour la santé ou pour l'environnement, on fera le nécessaire pour remédier à la situation. On l'a fait par le passé. Et dans le cas de l'atrazine, c'était pas une question de risque imminent, mais on a réduit les taux d'application, on a des mesures de mitigation, d'atténuation, qui réduit au minimum le risque associé pour l'environnement et la santé humaine. What we're showing in the lab is that at 21 micrograms per liter, we see degenerating testis with atrazine. It's often very uncomfortable to speak out. On est souvent très mal à l'aise de parler de l'atrazine à cause des enjeux économiques et de l'argent qui est impliqué et tout le reste. Mais en tant que scientifique, il vient un moment dans votre vie où vous jugez que vous devez prendre la parole et dire « Oui, le poids de la preuve est tel que nous devrions songer très sérieusement à bannir l'atrazine. » Le biologiste Tyron Hayes est arrivé à la même conclusion et le clame haut et fort face au plus important producteur d'atrazine, la multinationale Syngenta. Thank you very much. Thank you. Oh, you're Sylvia Ruby, of course. Oh, yes. I had originally done the work with Syngenta's money. And of course, they wouldn't let me publish it. They wanted me to repeat it, and I left. And the agencies that provide the money. Les organismes qui financent la recherche sont très inquiets de la réaction de l'industrie. Donc, c'est très difficile d'obtenir du financement public. La Fondation nationale pour la science ne finance aucune recherche sur les pesticides. Ils ne lisent même pas les demandes de subventions. Mon financement provient donc surtout d'entreprises privées dans le domaine de l'eau, par exemple, ou de citoyens inquiets qui font des dons au laboratoire. Les autres organismes ont tellement peur à cause de l'influence de l'industrie sur les fonctionnaires. Two other people here who are getting the same effects with atrazine. And you know, I've written this paper in Biosciences that shows that the only people who get a negative effect are all being paid by Syngenta. I mean, it's just a coincidence, though. I don't think we're going to see. Je ne pense pas que les États-Unis vont réglementer l'atrazine. L'industrie est trop importante ici. Elle a trop d'influence sur les politiques gouvernementales. Si jamais on réglemente, ce sera sur le plan local, État par État. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en Europe où divers pays l'ont interdit. La compagnie ne veut pas que je dise interdit. On leur a refusé l'approbation réglementaire. Donc certains pays l'ont fait, puis l'Union européenne dans son ensemble a suivi. Mais le gouvernement fédéral ici
Peut-être, mais ce n'est pas très réaliste de dire ça. Lorsqu'il existe un risque de préjudice grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte pour reporter les décisions. C'est le principe de précaution. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'évaluation du préjudice grave ou du risque imminent semble sujette à interprétation d'un continent à l'autre. Je vais voir mon stock de produits. Le bidon que j'ai retrouvé l'autre jour, ce qu'on traitait avant en fait, de la trazine. C'est ça que mon père utilisait. Depuis combien d'années c'est interdit? Depuis 4 ans. 2002. Voilà, et ça, c'est les produits qu'on utilise maintenant, qui remplacent la trazine, en fait. On peut aller jusqu'au bio et à douter de tous les produits, et ça, c'est un choix, quoi. Bon. Moi, j'ai plutôt choisi de limiter la casse, quoi. Regarde. Donne-moi la main. Viens. Ouais, tu donnes aux vaches? C'est pas bien arrivé. Il te faut le dire quand t'arrives. C'est ta fille? Oui, c'est ma fille, Elina, qu'on a adoptée à Madagascar. Et elle est là depuis 1 an, et voilà. Pourquoi vous avez adopté? Mais parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant biologique, parce que j'ai très peu de spermatozoïdes, en fait, pour être clair. En fait, on s'est tourné vers l'adoption, qui a été très longue, puisqu'on a attendu 15 mois, Elina. On est allé 4 fois à Madagascar. Les causes, on ne les a pas trouvées, quoi. On ne sait pas. On a pensé à tout, à la pollution, au désherbant, tout ça, puisqu'il n'avait pas de cabine comme maintenant. Donc on n'était pas protégé des produits. Et en plus, on utilisait des produits beaucoup plus durs que maintenant, quoi. Le maïs, surtout avec le climat qu'on a, on ne peut pas se passer de désherber. S'il pleuvait assez, ça passerait. Mais avec le climat qu'on a, on n'a plus les saisons. Maintenant, on a une saison d'hiver très froide. Et après, de suite, c'est l'été. Voilà la terre. Après 4 années de sécheresse. Cette année, et ça fait depuis 3 ans, on n'a pas de mouches. Et moi, j'ai regardé sur Internet, les mouches en dessus de 30 degrés ne se reproduisent plus. C'est peut-être pas pareil des vaches, mais les vaches ne viennent pas pleines. Donc on ne peut pas les inséminer. Et le cycle est bloqué, elles ne viennent pas en chaleur. Nous ne sommes pas égaux devant les facteurs environnementaux. Certains hommes produisent naturellement moins de spermatozoïdes que d'autres. Ce sont eux qui risquent le plus de tomber sous le seuil de fertilité, advenant une baisse générale de la production de spermatozoïdes. Certaines études estiment aujourd'hui cette baisse à 2% par an depuis les années 70. Des chiffres inquiétants qui ont confondu plusieurs sceptiques, comme le docteur Jacques Auger. Et nous avons été très surpris de constater dans notre étude française une baisse non seulement du nombre de spermatozoïdes au cours des 20 dernières années, mais également une baisse de la mobilité des spermatozoïdes et une augmentation des anomalies morphologiques des spermatozoïdes. Là, vous avez un joli top modèle, là, en haut. Puis là, vous voyez que celui-là, il a une tête qui est moins régulière, il a une texture. Nous avons pu montrer que la baisse que l'on enregistrait au niveau du nombre de spermatozoïdes, de leur mobilité ou de leur morphologie, elle était en liaison avec leur année de naissance. Et que plus ces hommes étaient nés récemment, moins bonne était la qualité de leur sperme. Ce qui, évidemment, tout de suite pose des questions par rapport à des facteurs d'environnement. La théorie du gène trop ajusté est aussi à considérer, bien sûr. Bien qu'elle n'explique pas pourquoi les rats, exposés en laboratoire à des perturbateurs endocriniens, voient eux aussi leur système reproducteur sérieusement déréglé. On voit que si on expose des rats
de leur conception, c'est-à-dire dans le ventre de leur mère, jusqu'à l'âge adulte, à des doses compatibles avec l'exposition humaine, on a tout un tas de conséquences néfastes, malformation, testicules non descendus, nombre de spermatozoïdes diminué, fertilité diminuée, comportement sexuel modifié, etc., etc. Et évidemment, ça pose des grandes questions concernant l'homme. La preuve absolue sera toujours impossible à établir sans tester directement les substances sur les humains. Mais de plus en plus d'études convergent. Les études sur les modèles animaux, celles sur les cellules humaines et les études épidémiologiques portant sur des populations, comme celle du docteur Charles Sultan. En 2003, il a réalisé une étude dans une maternité de Montpellier pour vérifier la prévalence des malformations génitales des bébés de sexe masculin. Nous avons pu montrer que la prévalence de l'hypospadias était 10 fois supérieure à celle rapportée dans les registres. Le taux de pseudo-hermaphrodisme masculin multiplié par 20. Deuxièmement, chez les enfants qui présentaient une malformation génitale, il y avait deux fois plus d'enfants d'agriculteurs. Ça, c'est un nouveau-né. Donc, vous voyez le scrotum reste ouvert. Il y a un espace ici. La verge est ouverte et l'ouverture se situe de la verge au scrotum. Donc, il n'y a pas eu soudure des bourrelets. C'est presque comme un vagin. C'est ça, ça fait comme sûr. des grandes lèvres. Exactement, c'est ça. Mais quelle différence entre un homme et une femme? C'est la même, c'est la même origine. C'est la première fois que je réalise que ça peut... Mais bien sûr. Bah, il paraît qu'on est tous... qu'on est conçus femelles, c'est ça? Bien sûr. Et nous avons une testostérone, grâce à laquelle, ici, ce petit gland, ici, ça c'est un clitoris. C'est ça, c'est un clitoris. Eh bien, nous, notre clitoris, sous l'action de la testostérone, il va pousser. On est donc en présence d'un nouveau-né qui a une malformation génitale, qui a des taux d'hormones mâles strictement normaux et dont les gènes responsables de l'action de ces hormones sont normaux. Donc, la seule hypothèse, c'est que pendant la vie fœtale, un facteur X s'est opposé à l'action des hormones mâles. Et ce facteur X, ce peut être un pesticide dont on connaît et dont on a pu démontrer in vitro sur des lignées cellulaires qu'il est un anti-androgène. Donc il va prendre la place du récepteur et empêcher l'action de la testostérone. Non, non, nous jouons là sur vraiment un volcan. Hein. Vous êtes sur un volcan. Peut-être sauvé à date l'espèce humaine, c'est que dans les espèces fauniques qu'on a vu disparaître, les cycles de reproduction sont rapides, de sorte qu'une substance chimique qui va agir, se concentrer dans une génération, ensuite avoir des effets sur le système reproducteur dans la génération suivante, de sorte que les effets catastrophiques sont notés dans la 3e ou 4e génération. Dans la faune, sur une espèce comme la truite qui se reproduit au bout de 2 ans, c'est sûr qu'au bout de 5-6 ans, l'espèce est disparue. Je suis né dans les années 50, de sorte que je n'ai pas été exposé dans l'embryon de ma mère à ces substances-là. Par contre, mes enfants ont été exposés dans l'embryon de leur mère aux substances chimiques, de sorte que c'était la première génération à être exposée dans l'embryon puis à subir les effets des substances chimiques sur leur développement. De sorte que la prochaine génération va correspondre à la génération qui, dans la faune, a montré les effets les plus importants des substances chimiques. Nous avons joué avec le feu jusqu'à nous transformer en cobayes. Par inconscience ou avidité, serions-nous aujourd'hui en train de franchir la ligne qui sépare le progrès de l'autodestruction? Avant, on ne savait pas. Le feu remplissait ses promesses de progrès et nous pensions la terre et les mers infinies, capables d'absorber tous nos déchets. Les voici maintenant dans nos corps.
J'ai fait analyser mon sang et on y a trouvé 110 substances chimiques. N'est-ce pas un peu inquiétant? Je ne pense pas. Pas pour la plupart des produits chimiques auxquels les Canadiens sont exposés. Nous avons un ensemble de lois au Canada qui nous permet d'identifier les substances inquiétantes, de les contrôler et de gérer les risques selon le type de produits chimiques dont nous voulons évaluer et gérer les risques. Pour ce qui est des pesticides, il y a la loi sur les produits antiparasitaires. Nous avons une loi pour les médicaments, une autre pour les cosmétiques, une autre pour les médicaments vétérinaires. Bien sûr, la loi la plus englobante est la loi canadienne sur la protection de l'environnement avec laquelle je travaille. Cette loi donne au gouvernement fédéral le pouvoir d'exiger de l'information des industries pour que nous puissions évaluer les risques associés aux produits chimiques et ensuite gérer ces risques d'une manière appropriée. Vous pensiez que le rôle de Santé Canada était de protéger votre santé dans une approche de précaution. Détrompez-vous. Aujourd'hui, on gère les risques. On évalue pour vous le risque acceptable. Une approche qui illustre bien le glissement de mandat survenu à Santé Canada depuis la mise en œuvre il y a quelques années de la réglementation intelligente. Avec l'approche de précaution, ce qui prime, c'est l'idée de protection. Avec la réglementation intelligente, le critère est la gestion du risque. Il s'agit là d'une initiative de longue date de déréglementation qui a été pensée par et pour l'industrie et qui est soutenue par les groupes de réflexion du milieu des affaires. Et ce qui est différent avec cette approche de gestion du risque, c'est qu'on élève les considérations de compétitivité économique au même niveau que les considérations de santé, de sécurité et de protection. En fait, c'est comme s'il disait, puisque vous devez nous réglementer, eh bien faites-le en donnant le même poids à nos préoccupations concernant la compétition et les coûts. C'est peut-être dans cet esprit que le Canada a bravement banni en 2006 4 PBDE déjà retirés du marché par l'industrie. En ce qui concerne le PBDE le plus utilisé sur le marché, Santé Canada s'en remet aux mesures volontaires de l'industrie et à la vigilance des consommateurs. Recommandation de Santé Canada par rapport au PBDE. Posez des questions aux détaillants à propos du PBDE avant de faire un achat. Bonne chance. Hein? À partir d'aujourd'hui, allez-y. Limitez votre consommation d'aliments gras. Rien à voir. Faites souvent le ménage. Dans le même ordre d'idées, le citoyen désireux de gérer son risque évitera autant que possible d'être A. un Inuit, B. un Amérindien, C. un pauvre incapable de se payer tous les jours des aliments bio. Il suivra également les conseils généreusement prodigués par l'industrie pour se protéger du cancer. Manger beaucoup de fibres accompagnées de fruits et de légumes qui peut me réduire mon risque de cancer de 40%. J'avais pris soin de conserver un échantillon de mon plasma sanguin. Une sorte de pièce à conviction que je voulais apporter aux compagnies chimiques, histoire de leur rendre quelques molécules leur appartenant. Une mission inhabituelle et quelque peu intimidante. Est-ce normal que nous ayons toutes ces substances chimiques dans nos corps? C'est un phénomène sur lequel on doit obtenir plus d'informations. Ici, à l'Association des fabricants de produits chimiques, nous avons appuyé les efforts de Santé Canada pour monter un programme de biosurveillance des substances chimiques sur un large échantillonnage de population. Ce que vous avez dans votre sang est important pour vous, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, ce genre d'analyse a été effectué sur bien peu de gens. Il nous faut un échantillonnage plus large. Il nous faut connaître ce qu'il y a dans le sang des gens. Cela va aider l'industrie à établir des priorités
et à réduire notre contribution au phénomène. Le porte-parole de l'industrie a bien joué son rôle. Il a souligné les réalisations volontaires des entreprises sur le plan de l'environnement. Il a réitéré leur volonté de collaborer au nouveau programme canadien d'évaluation des substances chimiques et assuré que les erreurs du passé ne se reproduiraient plus. Mais de là à bannir les substances toxiques, la position de l'industrie, c'est toujours « faisons d'autres études ». Combien faut-il de preuves pour interdire un produit? L'interdiction est un outil tout à fait valable dans la gestion des risques, mais ce n'est pas le seul. Le principe de la gestion des risques, c'est que si on peut limiter, gérer l'exposition, on arrive au même résultat. Je voulais vous laisser ceci, comme aide-mémoire. C'est un peu de mon plasma sanguin. D'accord, mais je vous donne en échange ma brochure sur nos réductions d'émissions. Votre cadeau est plus personnel. Soyons lucides. Les forces du marché ne tendent pas spontanément à favoriser la santé publique. En tabac, à un moment donné, là, le grand succès qu'il y a eu, il a commencé à partir du moment où on a cessé de cibler les individus. On a arrêté de cibler les individus et de leur dire arrêtez de fumer pour commencer à cibler les pratiques commerciales. Parce que sinon, tu es 20 ans en retard. Pendant que tu tentes de protéger les gens du tabac, l'industrie est déjà 10 ans en avance pour les rendre dépendants, les exposer davantage puis vendre leurs produits. Donc, oui, les décisions individuelles comptent, mais celles des ministres, des PDG, puis des spécialistes en entreprise, puis de ceux qui ont un intérêt à vendre leurs produits, par exemple, là, leurs décisions ont pas mal plus d'impact que les décisions individuelles des gens qui sont exposés puis aux prises avec le produit qu'ils doivent consommer. Hey, on a-tu le droit de faire des fautes d'orthographe? Tiens, banni. Ah, mais en fait... On peut peut-être faire des mots à deux. Banni, c'est ça. Merci. Vous êtes intéressé à manger quelque chose? Vous voulez des hormones, des antibiotiques ou du pesticide? Vous avez le choix, il y a du saumon au BPC et au mercure aussi. Bonjour, vous voulez un fruit? Est-ce que vous voulez goûter à notre buffet toxique entièrement approuvé par Santé Canada? Un petit filet de doré, monsieur du Saint-Laurent, au retardateur de flamme. Ils sont excellents, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est ça le problème, c'est que le mercure, les pesticides, on les goûte pas. Ils sont savoureux, ils sont bons, hein? Vous voulez pas venir manger un petit peu de salade de thon au mercure? Ici, on a des raisins aux pesticides et ils sont savoureux. Ils ont l'air excellents. Mais le savourer! Oh, je vois que vous avez des phtalates aussi. On a trouvé des phtalates. Les phtalates, c'est dans le plastique, dans les vinyles aussi. Il y a des antibiotiques, par exemple, dans le porc, dans le poulet. Du beurre à l'ail au moniphénol. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais, moniphénol? Ça a l'air toxique, en tout cas, juste le nom, hein? Ouais. Moi, je fais mon beurre à l'ail avec de la margarine, de la vaisselle, puis je mets de l'ail dans ça, là, puis je brosse ça comme il faut, là, puis c'est bon en tabarouette, parce que juste le vaisselle, ça goûte à rien. Je commence à avoir faim, là. Ben, c'est ça, moi aussi, j'ai faim, je le regarde, j'en mangerai. On mange ça tous les jours. Il n'y a rien d'autre à manger. Mais c'est quoi, si on mange pas ça, on va manger quoi? On jeûne? Des réponses. Carole, viens m'aider! Tout ce que nous mangeons et buvons est absorbé et transformé par nos corps en nourriture pour nos cellules. Nos cellules se renouvellent à partir de ces substances. Notre estomac, nos intestins se renouvellent entièrement tous les 6 mois environ. Notre peau, tous les 28 jours. Nous sommes un être neuf tous les 2 ans. Pensions-nous impunément polluer tout ce dont nous sommes faits? Parfois, la nature nous renvoie le trop-plein. Ce matin, à Montréal, des employés municipaux s'empressent de détruire les légumes d'un jardin communautaire. Des analyses viennent d'y révéler la présence de plomb. C'est votre jardin? Le jardin avait été aménagé sur un ancien dépotoir. Dans son intelligence, la nature nous rappelle aussi l'unité du vivant. Au déclin des amphibiens s'ajoute aujourd'hui la disparition mystérieuse des abeilles, ces pollinisateurs dont dépendent 80% des espèces végétales. Les insectes meurent par milliers, loin de la ruche, victimes d'une déficience de leur système nerveux ou de leur système immunitaire.
À l'embouchure du Saguenay, les belugas du Saint-Laurent sont aussi menacés de disparition. Leur charge toxique est si lourde que leur système immunitaire ne les protège plus. Phénomène unique au monde, ils meurent aussi de cancer à un taux semblable à celui des humains. En aval, dans les profondeurs de l'estuaire, le niveau d'oxygène frôle le seuil de maintien de la vie. Et en amont, le lac Saint-Pierre, où Alex a appris à pêcher, s'envase et disparaît peu à peu. Un fleuve se meurt et des hommes n'auront pas de descendance. Et pourtant, dans la même course aveugle au profit immédiat, nous introduisons aujourd'hui dans notre environnement des aliments transgéniques et des nanoparticules aux effets sur la santé à peine étudiés. D'un risque acceptable à un autre risque acceptable, nous admettons l'intoxication progressive de tout le vivant. Et comme pour le climat, personne ne sait quand nous franchirons le point de rupture.